J'ai hésité à mettre grammatique ou arpentage, les deux n'étant pas tout à fait identiques, mais quand même. Arpentage, ça aurait été plus clair, mais ce n'est pas totalement de l'arpentage parce qu'il y a une dimension religieuse dans le travail des grammaticiens qui n'est pas aujourd'hui dans l'arpentage actuel. J'ai mis une carte orientée à la romaine, c'est-à-dire avec l'Est en haut, et c'est quelque chose, l'Est vers le haut de la feuille, qui va durer pratiquement jusqu'à la Renaissance dans notre monde. Vous avez en rouge une bande que vous retrouvez là, donc la carte de Pottinger, dont je parlerai dans 2 ou 3 heures tout à l'heure, donc. Et bien sûr, une groma qui transperce un godillot romain, étant entendu que les godillots romains et les marcheurs romains, les bématistes de l'armée romaine, étaient capables de marcher d'un pas régulier et de mesurer les distances qu'ils parcouraient de manière assez précise, et même on peut dire très précise. Alors, je vais commencer cette présentation en rappelant quelques idées générales qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre la suite. Dans un deuxième temps, je parlerai de ce que l'on sait faire dans le monde que les Romains occupent ou vont occuper, et ce que l'on sait faire dans le domaine mathématique, cartographique, géographique. Et évidemment, ensuite, je parlerai des Romains et de leurs actions cartographiques, géographiques, étant entendu qu'ils n'exploitent pas tous les éléments scientifiques qui permettent ou qui permettraient de faire des cartes comme nous l'entendons aujourd'hui. Car ils ont certainement, on le comprendra, d'autres buts que de reproduire au mieux une certaine réalité. Alors, un des premiers TOC, troubles comportemental des géographes et des cartographes, c'est de chercher le nord. Et si je vous dis, voilà, nous sommes enfermés dans la pièce, où est le nord? Eh bien, la réponse est là, en direction de mon doigt. Le nord est là. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici, voilà où nous sommes enfermés, et la représentation depuis la Renaissance, les représentations habituelles cartographiques mettent le nord, chez nous, en Occident, mettent le nord au haut de la page. C'est une convention. Et en général, s'il n'y a pas la flèche que vous voyez ici qui indique le nord, c'est implicitement le nord en haut de la page. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, bien entendu. Alors, deuxième tic, est-ce que vous connaissez l'île 00 ? Alors, cette île, je vais vous aider tout de suite, cette île 00, c'est une île qui n'existe pas. En fait, c'est une bouée qui se trouve au croisement, à la rencontre de l'équateur et du méridien de Greenwich. C'est le point 00, ne pas confondre avec le point Nemo qui se trouve dans le Pacifique, qui est le point le plus éloigné des terres habitées de la planète. Alors, ce point 0 est important parce que depuis l'aube des temps, et depuis qu'il y a des astronomes, des géographes, la latitude est facilement mesurable. On sait comment le faire. Il suffit de regarder combien dure le jour au moment du solstice d'été et on a une idée de la latitude. L'équateur, on sait où c'est et donc on peut se positionner par rapport à ça. Mais d'est en ouest,
comment se positionner. Et ça va être tout le problème des cartographes, se positionner par rapport à quel point zéro. Les Indiens, qui ont une école de cartographie très avancée, ont un point zéro. Les Grecs ont un point zéro. Évidemment, à Babylone, on a un point zéro qui est pratiquement Babylone. Les Grecs auront Delphes, puis Rhodes, et puis par la suite, le grec de l'époque romaine, d'Alexandrie, Ptolémée, lui proposera le point zéro du côté de ce qui est aujourd'hui les Açores, c'est-à-dire le point le plus éloigné que l'on connaisse dans le monde romain, semble-t-il. Donc c'est une importance considérable de savoir se positionner. Troisième toc, qu'est-ce que racontent les cartes ? Il est évident qu'une carte, c'est une représentation, et donc que l'objectivité absolue d'une carte, ça ne peut pas exister, parce que par définition, c'est une représentation. Alors là, vous avez une première carte. Waouh. Voilà, ça marche. Vous avez une première carte, la carte 1, qui nous dit où est Arles par rapport à Nîmes, par rapport à Avignon, quelles sont les routes, etc. Carte utilitaire classique. Plus bas, vous voyez que nous avons sur les trois premières, la 2, la 3, la 4, l'amphithéâtre. Sur la 2, l'amphithéâtre est mis en 3D et c'est une carte, un plan qui a pour objet, pour but de nous faire découvrir, visiter la ville. C'est un plan touristique. Dans la deuxième, la carte suivante, là vous avez un plan cadastral. Et vous pouvez voir que, si vous le regardez dans le détail, à l'amphithéâtre correspond une parcelle avec son numéro, etc., etc. La carte dite 4, vous voyez que l'amphithéâtre est tracé, mais par contre, ce qui est mis en valeur, ce sont les restaurants qui permettent, après la visite intellectuelle, de nourrir l'estomac. Et enfin, j'ai mis, pour m'amuser, comme j'avais des problèmes avec le diable, j'ai mis une carte fonctionnelle qui me dit qu'à Arles, dans le quartier de Bariol, il y a un service d'exorcisme et de délivrance qui permettra de sauver mon âme. Les cartes tiennent un discours. Sur ce croquis tracé à la va-vite, qu'est-ce que j'ai mis ? Je voulais montrer à mes étudiants quelle était la situation dans les futurs États-Unis, dans cette Amérique du Nord, au moment où arrivent les principaux conquérants, c'est-à-dire les Espagnols, les Anglais, les Français et les Russes, qu'on oublie généralement. Et bien entendu, au centre, les Sioux, les Comanches, qui sont en train de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire Sioux, l'Empire Comanche. On passe sur cette histoire-là. Et bien entendu, j'ai mis la France à l'échelle de ce continent, de manière à ce que les étudiants puissent visualiser la dimension des choses. Ici, vous avez une carte, une reproduction d'une carte en OT, en Orbis Terrarum, une carte médiévale et qui est, elle aussi, un discours. D'abord parce qu'on place l'Orient, l'Est, en haut. C'est là que se trouve le paradis. Ensuite, vous voyez pourquoi on dit qu'elle est en T. Le T de Tanaïs, Nil. Le Tanaïs, c'est le Don. Ensuite, la mer Noire. Ensuite, le Nil, la mer Rouge, qui sont un peu confondus, qui font la barre horizontale du T. Et la Méditerranée, qui fait la barre verticale du T. Le monde est partagé en trois. L'Asie, qui a été attribuée à Sem, un des fils de Noé, l'Europe qui a été attribuée à Japheth, et l'Afrique qui a été attribuée à Cham. Je vous rappelle que les fils de Noé sont allés sortir leur père ivre
l'inventeur de la vendange, finalement, Noé. Et qu'ils se sont vus attribuer 3 zones du monde avec plus ou moins d'inégalités dans ces 3 zones. Et dans cette partie-là, vous remarquez ici un petit mont sur lequel se trouve l'arche de Noé, bien entendu. Ici, la tente dorée du paradis et, bien entendu, la Jérusalem. Donc, ce n'est pas du tout une représentation de la réalité, c'est une représentation signifiante du monde tel que l'imaginent les moines copistes et les moines cartographes à l'époque de la fin de l'Empire romain. Alors, maintenant, je voudrais attirer votre attention sur ce monde dans lequel l'Empire romain se constitue et sur ses connaissances. C'est un monde qui a fortement progressé depuis l'époque babylonienne, parce qu'à la différence des savants babyloniens qui ont tout inventé, les mathématiques, l'astronomie, etc., les savants grecs se posent une question, non pas seulement d'écrire ce qui existe, comme le font les Babyloniens, mais le comprendre. Pourquoi ça fonctionne? Et pourquoi et comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, un petit regard sur cette mosaïque trouvée dans la région de Capoue. Vous voyez 3 oiseaux qui s'abreuvent dans une vasque. Alors, a priori, la tourterelle au centre ne pose aucun problème. C'est une tourterelle dont l'accent italien ne trompe pas, bien sûr. Par contre, vous avez 2 petits oiseaux qui sont très particuliers. Le loriquet à col rouge, que vous voyez là, il y en a 2, et un félidé au pied qui aimerait bien, semble-t-il, les capturer, et c'est un serval. Or, ces animaux sont des animaux endémiques. Le loriquet à col rouge, la région dont il provient, c'est la Tasmanie. À la rigueur, il y en a quelques-uns, il y a des foyers en Nouvelle-Zélande. Et le serval, c'est un animal qui se trouve de manière endémique à la frontière de ce qui est aujourd'hui le Mozambique, vers cette région-là. Alors, voilà des animaux qui se trouvent à Rome. Ce qui nous montre bien que les Romains existaient et avaient un regard vers l'Est important. En effet, sur cette carte, vous voyez les relations en vert, les relations de voyages commerciaux de navires romains jusqu'à Rapta, probablement du côté de Dar es Salaam, très grossièrement, on n'a pas retrouvé Rapta, hein, jusqu'à ce qui est en Inde, probablement quelque chose aux alentours de Bombay, et même on a un compte rendu d'un voyage jusque ce qui est aujourd'hui le Pakistan, le Bangladesh, Pakistan oriental, il fut un temps. Nous avons un peu tendance à voir l'Empire romain s'étendre vers l'ouest, ce qui n'est pas faux. Mais n'oublions pas qu'il s'étend également vers l'est et qu'il a des relations extrêmement importantes avec l'est. Ce qui explique que les Indiens ou les Chinois ayant des relations avec l'Australie aient pu vendre à Rome et dans le monde romain des animaux qui existent de manière si lointaine dans leur habitat naturel. Alors, on sait faire des cartes depuis très longtemps dans cette région. On en fait depuis le néolithique. On a quelques cartes qui datent du néolithique. Celle-là est beaucoup plus récente puisqu'elle date du, disons, 7e siècle probablement. À l'époque probablement plus du père
de Nabucodonosor que de l'époque de Nabucodonosor, lui-même. C'est une carte qui dit beaucoup de choses. Elle a, vous voyez, on l'a trouvée dans cette région de la Babylonie, à peu près au point rouge de cette région de Babylonie. Alors, si on la retranscrit en C, on a un rectangle qui montre Babylone et ensuite, autour des terres, des villes et autour de ces terres, des océans, un océan. L'eau salée est-il écrit sur la carte. On a toute une série de pointes qui, vous le voyez, partent en une sorte d'éclaté du globe, comme je l'ai représenté en dessous. Et ces pointes nous disent trois choses. Là où est allé Sargon. Sargon, c'est effectivement un roi akkadien qui date du 2100 avant Jésus-Christ. Donc on a encore au 7e siècle avant Jésus-Christ la mémoire des conquêtes de Sargon et on le cartographie et on l'indique sur la cartographie. On a ensuite une indication, là on ne voit pas le soleil. Et où est-ce qu'on ne voit pas le soleil? À l'extrême nord du globe. Et enfin une autre indication, une troisième flèche qui est tronquée, là où est allé Ustanapishtim. Ce Ustanapishtim, c'est le Noé de la Bible. Il a exactement fait, mais quelques siècles ou quelques millénaires auparavant, ce que Noé va faire avec son arche. Donc on sait faire des cartes, on sait les orienter, et en plus, il y a toute une série d'indications au centre de la carte qui donnent des superficies et la valeur imposable de ces superficies. C'est donc une carte de représentation, une carte de propagande et probablement un résumé de carte fiscale. 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, voilà ce monde que les Romains sont en train de conquérir et vont conquérir définitivement. Et j'ai ici placé toutes les colonies grecques, tous les points verts, c'est une colonie grecque. Et en général, une colonie grecque avec un astronome, un mathématicien et un savant qui cumule le savoir mathématique, le savoir astronomique, le savoir géographique. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Thalès, pour le plaisir de rappeler à certains d'entre vous son théorème et les grands plaisirs du théorème de Thalès. Moi, j'adore Parménide, parce que Parménide, quand on lui a posé la question « Pourquoi gravir les montagnes ?», a répondu avec une simplicité désarmante « Parce qu'elle est là ». Et je trouve que c'était la quintessence de la philosophie. Mais Parménide est allé beaucoup plus loin, on va le voir. Donc je vais prendre deux exemples. Archimède, je vous rappelle, Pythagore, Ératosthène, le père de la géographie. Vous avez là un savoir accumulé autour de cette Méditerranée. Et attention, des gens comme Héron d'Alexandrie, Ptolémée, sont des Romains. Ce sont des Grecs d'Alexandrie, mais ils sont romains. Donc on a dans l'Empire romain lui-même des connaissances qui permettent ou qui permettraient de faire une cartographie extrêmement efficace. Alors, si je prends Parménide et Héron, Parménide pose la question suivante. Vous voyez un oiseau qui perd une plume. Cette plume tombe au sol. Pourquoi la plume tombe, s'arrête sur le sol, et pourquoi le sol ne continue pas à tomber? Et il répond, pour une raison évidente, c'est que de l'autre côté, un oiseau a perdu une plume qui est tombée sur le sol, et tout ça exerce une poussée qui rencontre au centre d'une sphère, il faut que ce soit une sphère pour que ça marche, qui rencontre l'autre poussée. Donc, la Terre est une sphère. Et ce que les Babyloniens disaient depuis 1000 ans,
Parménide le fait admettre à beaucoup, d'autant qu'il ajoute, voyez en deux, quand vous regardez à l'horizon apparaître un navire, qu'est-ce que vous voyez d'abord? Le mât. Et ensuite le navire. Et quand vous le regardez disparaître, qu'est-ce que vous voyez finalement? Le mât en dernier. C'est donc, dit-il, la preuve que la Terre est ronde. Et avec d'autres arguments plus mathématiques, il a fait admettre, 6e siècle avant Jésus-Christ, que la Terre était une boule, était une sphère. Et jusqu'à nos jours, ça va rester une vérité intangible. Alors, j'ai pris un autre exemple plus technique, Héron. Héron, on lui attribue un système, une petite machine qui permet de mesurer les distances parcourues le long d'une route. Donc, qui permettrait d'économiser les godillots, les caligalets des soldats romains quand ils sont en train de marcher. Donc, on sait que la Terre est une boule, on sait même la mesurer, puisque Ératosthène l'a fait de manière très efficace. Je prends le cas de Pythéas, notre voisin marseillais, qui est parti et qui a vogué vers les poumons de la mer de Brouillard, une zone très lointaine, très au nord. Et par où est-il passé exactement? On a probablement en fait plusieurs voyages de Pythéas. En tout cas, au fur et à mesure qu'il circule dans cette mer vers le nord, il interroge les savants et les personnes âgées de la région. Et chaque fois, il nous donne la durée du jour le plus long du lieu où il est. Et il est parti en nous disant, à Rome, le jour le plus long de l'année dure 15 heures. À Rhodes, il dure 14h30. À Penticapaion, c'est la mer d'Azov, il dure tant. À Marseille, il dure tant. Et moi, je suis arrivé à un endroit où le jour durait 21 heures. Et même, j'ai poussé un peu plus loin et j'ai vu le soleil se coucher. Et en me retournant, je l'ai vu se lever. Ce qui est tout à fait possible. En tout cas, 21 heures, c'est une latitude qui est facile à calculer, 60 degrés, 63 degrés de latitude nord. En nous donnant la durée du jour le plus long, il nous donne les latitudes de tous les lieux où il est allé. Donc, est-ce qu'il est allé à Tulé ou est-ce qu'il est allé à Trondheim? Mais il est allé au moins au niveau de ces régions-là. On sait calculer les latitudes. Et si vous regardez sur cette carte ici, copiée des Romains, les latitudes, on n'en tient absolument pas compte. Pourtant, on sait très bien les calculer. Alors, là, vous avez une statue qui date du second siècle après. C'est une copie romaine d'une statue grecque, on va dire, du IIe siècle avant. Un atlas qui porte la Terre. En fait, si nous regardons cette Terre, nous sommes dans la position d'une personne dans l'univers et nous voyons les éléments du zodiaque. À travers les éléments du zodiaque, nous voyons la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons ceci. La bande zodiacale, qui est celle-là, et nous voyons un moment de cette bande zodiacale, la période taureau-bélier, et c'est effectivement ce moment où va arriver l'équinoxe, le moment donc d'égalité de la nuit et du jour. Cette statue montre qu'on maîtrise non seulement la position de la Terre avec son inclinaison qui a été déterminée par Ératosthène, mais qu'on maîtrise également la vision à partir de la Terre de la bande zodiacale et qu'on sait et qu'on connaît ces choses-là.
Enfin, le cas de Ptolémée. Ptolémée a réuni entre 8 à 16 000 points dont il connaissait la latitude et la longitude par rapport à un point zéro qu'il avait situé aux Açores. Il était donc, à partir de là, capable de faire une carte, et comme il a laissé pratiquement ces 8000 points, on pense qu'il en possédait, qu'il en avait compilé 16 000 points. Il avait les coordonnées géographiques de 16 000 points. Mais il en a laissé 8000 qui sont arrivés jusqu'à nous. Et avec ces 8000, il suffit de positionner les points pour avoir la carte que Ptolémée était capable de faire. En plus, Ptolémée s'est posé la question, mais je dois, sur une feuille plane, représenter une boule. Donc je déforme. Et il avait trouvé une solution qui est utilisée jusqu'à nos jours, la projection conique. On met un cône de papier, on projette sur ce cône de papier les continents, on met à plat, on met des latitudes, on met des longitudes, et on positionne les points, et on a les cartes. En plus, il possédait des données concernant les distances d'un point à l'autre. Il arrivait à faire des cartes. Et la carte de Ptolémée, qui n'a jamais été conservée, mais on l'a reproduite, là c'est une reproduction à peu près du XVIe siècle, elle donnait à peu près cette allure-là au monde. Alors, un chameau, ça c'est pour passer à un chameau ou un dromadaire? Oui, bien sûr. C'est pour passer à ce que savent faire concrètement les Romains. Et là, vous avez un dromadaire, donc, bématiste, un dromadaire mesureur. Nous avons toute une série d'éléments concernant l'arpentage, la mesure de la Terre. Tous ces gens-là, tout ce que vous allez voir maintenant, ce sont les héritiers d'un système que nous connaissons bien, le système des tireurs de cordes des mesureurs de Pharaon. Ils mesuraient avec des cordes. Ensuite, on a des systèmes métalliques, des chaînes d'arpentage métalliques. Et les Romains, eux, vont utiliser des perches d'à peu près 3 mètres de long, la pertica, qui sont fixes et qui permettent, elles, de mesurer des champs, bien entendu. Je crois que la pertica, oui, je l'ai noté, ça faisait presque 3 mètres, vous voyez. Alors, le plus connu des bématistes de l'histoire, c'est Amintas. C'est une légende dans le groupe des mesureurs. Amintas et son dromadaire qui ont suivi Alexandre le Grand jusqu'à l'Indus. Et la légende veut, je pense que c'est une légende, que lui et son dromadaire, ils ont marché pendant 20 jours et 20 nuits sans s'arrêter, et ils ont mesuré 895 kilomètres de distance en une seule étape. On a refait les mesures, ils se sont trompés de 5%, ce qui est quand même pas mal, bien sûr. Et il a laissé des textes et il a laissé toute une série de personnes formées. Il y a toute une école et une littérature autour des bématistes. Alors les soldats romains, eux, ont des méthodes tout à fait particulières et extrêmement efficaces. Ils ont des petits régiments, non pas des régiments, des équipes de soldats bématistes qui savent marcher au pas régulier et ils comptent leurs pas et arrivés au point défini, on a la distance connue grâce à ces mesures-là. C'est des gens qui ont mesuré jusque pratiquement à ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie, en suivant le Nil. Ce qui est quand même avec une précision, là aussi d'à peu près, je crois, c'est 12 à 15% de précision sur la mesure qui va d'Alexandrie
à Méroé. C'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, vous avez, bien sûr, j'ai remis la machine des rondes d'Alexandrie, des machines plus modernes, justement, de la Renaissance, pour arriver à l'odomètre de l'employé de la DDE aujourd'hui, que vous voyez parfois passer sur le bord de la route. Comme nous sommes à Arles, j'ai quand même mis un petit dessin illustrant le traité d'arpentage de Boissé. Nous sommes à Arles et c'était un peu indispensable, bien sûr. Les arpenteurs ont un geste qui est, à travers l'histoire, ce geste de se pencher et de regarder et de mesurer. En fait, ils font de la triangulation, et qu'ils fassent de la triangulation avec la groma, l'instrument romain, avec l'instrument de la Renaissance, ou alors avec des théodolites, c'est la même chose. On a un angle, on détermine un angle, il suffit d'avoir donc un des côtés de l'angle, les angles qui sont définis par rapport à un point visé, et on obtient la mesure de ces côtés. L'arpentage romain est bien connu, il a donné lieu à une multitude de travaux. Je ne peux pas les citer tous parce que c'est probablement, surtout ici, dans la région où nous avons le cadastre d'Arles. Alors, je me suis contenté de rappeler un des ouvrages, celui de Choucair et de Favori, qui ont beaucoup travaillé dans la région et en général sur l'arpentage. Il y a des textes d'arpenteurs romains que nous possédons et bien sûr, il y a toute une série d'illustrations qui sont des illustrations utilisées pour la formation des arpenteurs, leur montrant quels étaient les systèmes de bornage, etc. Il y a toute une série. C'est un travail considérable qui a été fait par ces arpenteurs pour repérer les bornes, indiquer quelles sont. Là, vous avez une vignette d'arpentage qui est parmi les plus connues des vignettes d'arpentage, une ville fortifiée traversée par un fleuve et des bornes, avec en particulier une ceinturiation nouvelle sur la partie probablement est de la ville. Alors ces ceinturiations, vous savez, ce sont des petits carrés de quand même 710 mètres sur 710 mètres de côté, bien sûr. Alors ça nous amène tout naturellement à un des presque uniques cadastres dont nous possédons encore quelques morceaux. Il y en a peut-être deux autres dans le monde romain qui sont accessibles, mais celui d'Orange est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous avons quand même pas mal de morceaux, et en fait nous nous rendons compte qu'il y avait 3 cadastres dont nous avons des morceaux, un cadastre A, un cadastre B, un cadastre C. Alors celui-là, c'est celui où il y a le plus de morceaux. Il est affiché au musée d'Orange, et ces morceaux sont collés. Alors vous voyez, je me suis amusé à mettre, puisque ce sont des carrés qui ont été délimités dans la nature, je me suis amusé à mettre un quadrillage qui détermine des carrés. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Premier problème, mes parcelles sont rectangulaires sur la carte. Deuxième problème pour un habitué de la carte comme moi, le nord, regardez où il est. Alors, ma foi, le nord est ici, là, dans cette direction, le sud est là, nous avons l'ouest là-haut et l'est ici. Avec les textes qui sont écrits sur
sur le cadastre, c'est évident qu'il s'agit d'une orientation comme celle-là. Et vous voyez le cardo, il a une épaisseur considérable, alors que c'est théoriquement une ligne. Et sur la représentation, il a une épaisseur considérable. Alors si je prends quelques-unes des parcelles où vous voyez qu'elles sont effectivement rectangulaires, en même temps, il y a une volonté de représentation. Il y a une route, une rivière. Donc c'est à la fois une représentation de la réalité et en même temps autre chose. Alors pourquoi ces parcelles qui devraient être carrées sont rectangulaires? La réponse est simple. Parce qu'il fallait mettre un texte et que ce texte était trop long pour le mettre dans un carré. Je ne crois pas qu'il y ait à chercher plus loin. Alors, un de ces textes-là, j'ai mis en vert, nous dit, par rapport au Decumanus où elle se trouve, c'est-à-dire la 18e parcelle après le Decumanus, mais nous sommes dans Citra Cardo, la première parcelle en dessous du Cardo, et on nous dit qu'il s'agit effectivement d'un extrait du sol tributaire, c'est-à-dire de ce qui est cultivable ou exploité dans la région et qui va bien sûr supporter un impôt, le vertigal. Et on nous donne la superficie qui doit supporter l'impôt, 178 jugères, la jugère étant la superficie de base. Autre indication, on a rendu aux Tricastins, c'est-à-dire ceux qui ont été colonisés par les Romains, une certaine quantité de terres. Et en particulier des terres cultivées. Le reliquat de ces terres cultivées qui ont été rendues n'ont pas été réclamées et on les a relouées au prix de tel et tel. Et toute cette location, elle a été affermée par un monsieur qui s'appelle Julius Florus, qui paie à l'État la somme indiquée, César et 7 deniers, à charge pour lui d'aller récupérer chez les exploitants de la parcelle la somme équivalente et, si possible, supérieure, bien entendu. Donc là, nous avons quoi? Nous avons quelque chose qui est à la fois une carte, mais pas vraiment une carte, mais qui est surtout, vu la position qu'elle va occuper dans la cité, affichée sur un mur, une sorte d'annonce fiscale, d'annonce publique, d'annonce légale, une représentation des supports fiscaux. Si vous voulez, pour comparer avec ce qui est aujourd'hui, nous avons un plan cadastral sur lequel on superpose le registre cadastral, le registre des impôts, le registre de propriété, ou là, le registre du fermier, mais fermier au sens de celui qui lève et qui récupère l'impôt pour l'État. Vous pensez bien que les archéologues, les historiens se sont préoccupés de transférer ces données sur le terrain. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qui a raison dans cette long épisode de travail, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, vous voyez tout, je n'ai pas tout mis comme reconstitution, on pourrait couvrir la diapositive de reconstitution. J'ai repéré quelques Decumanus et quelques Cardo avec des points zéro. On voit bien qu'ils se superposent et en fait, certains sont orientés presque à l'inverse de ce qui est notre vision habituelle. Il faut imaginer que ce sont des grammaticiens qui se sont succédés sur plusieurs siècles et qui ont opéré après des destructions et qui ont chacun choisi un point zéro, une orientation et reconstitué des ceinturiations, probablement sur d'autres ceinturiations. Après cet aspect fiscal
du travail de cartographie, je voudrais passer à d'autres aspects, plus les itinéraires. Ça, c'est typiquement romain. Les empereurs vont faire compiler des itinéraires. Et ces itinéraires, nous les possédons parce qu'ils ont été constamment recopiés pendant le Moyen-Âge, pendant le XVIIe, au XIXe, et on a encore aujourd'hui des compilations imprimées de ces itinéraires. Alors, qu'est-ce que nous avons comme itinéraire qui date de l'époque de ce qu'on peut appeler la période romaine? Nous avons, par exemple, en haut, cette inscription de Tongres sur une borne milliaire qui donne un itinéraire qui a été ici représenté, 3 faces avec les itinéraires et le parcours. Et évidemment, les plus connus, ce sont les itinéraires qui sont sur les gobelets de Vicarello, qui nous intéressent beaucoup puisque ce sont des itinéraires qui vont de Gadès à Rome, en passant évidemment un par Arles, un par Beaucaire, Ugernum, etc. Ces gobelets, semble-t-il, avaient une vocation d'offrande, puisqu'on les a retrouvés dans un bassin, à Vicarello, dans un bassin dédié à un dieu. Autre carte, un peu mystérieuse et un peu curieuse, le bouclier de Dura Europos, qui a été trouvé donc du côté de la Mésopotamie, bien entendu. C'est en fait une peau tannée qui recouvrait un bouclier. Alors, les villes sont représentées, vous voyez, par des cabanes, et à côté, il y a, dans un grec, paraît-il, peu orthodoxe, le nom de ces villes-là. Et quand on les prend, on peut les resituer. Vous les voyez en haut, resituées. Toutes les villes qui sont connues, qui sont sur ce bouclier, sont ici, là-haut, réparties, dans l'ordre, en partant de l'Est, Théodosia, jusqu'au Panisos. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier? Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est une mémoire? On a longtemps pensé que c'était un groupe de légionnaires qui avaient tracé sur leur bouclier un parcours. On est aujourd'hui beaucoup plus dubitatif sur ce bouclier. Est-ce que c'est un commerçant qui s'était fait un aide-mémoire sur ces pots de bouclier? On n'a pas vraiment de réponse satisfaisante. Évidemment, vous reconnaissez la mosaïque d'Ostie, et je crois que de toute façon, puisque nous sommes à Arles, il n'y a pas de discussion, c'est Arles et son pont de bateau, et c'est le Rhône. Oui. Deuxième, est-ce que c'est une carte? Elle est venue, et cette mosaïque de Haïdra, elle est venue à Arles, puisqu'elle a été restaurée à Arles, et elle a été exposée quelque temps ici au musée. Elle était splendide. Il s'agit d'une mosaïque qui représente les îles de la Méditerranée. Mais ce n'est pas du tout une carte. Toutes les îles sont accolées et sont disposées sur un rectangle. C'est splendide, mais en particulier, certains spécialistes nous disent que c'est probablement un itinéraire en hommage à Vénus, mais ça ne va pas plus loin. Une autre carte, plus tardive, on peut la dater très facilement. C'est une carte qui se trouve, une mosaïque, qui se trouve dans le sol d'une église à Madaba, en Jordanie. Là, je vous en montre qu'une portion, celle que nous voyons là-bas, mais elle se poursuit derrière, bien loin derrière. Alors, sur cette carte, vous voyez, je l'ai indiqué, la mer Morte. C'est donc une carte à fonction religieuse. La mer Morte, le Jourdain avec les poissons, évidemment Jéricho, Bethléem,
et surtout Jérusalem, ce qui permet de la dater. C'est une représentation très fidèle, finalement, de Jérusalem, avec son cardo, sa porte de Damas, la porte Saint-Stéphane, le Saint-Sépulcre et le dôme doré, la porte de Jaffa, l'église du Mont-Sion, et il y a une église, la nouvelle église apostolique, qui a été dédicacée en 542. Donc, conclusion, bien sûr. Par contre, comme l'on sait que la ville a été conquise par des non-chrétiens quelques années après, une cinquantaine d'années après, on se dit que la carte a été faite après 542 et avant 620. Donc, disons 7e siècle, après, bien entendu, Jésus-Christ, qui a une place là, dans cette carte-là. Alors ça, c'est une représentation cartographique intéressante, car si on la développe, elle va jusqu'au Nil et jusqu'à la Méditerranée, et il n'y a pas de respect des échelles, il n'y a pas de respect de latitude et de longitude, mais il y a une tentative de représentation du monde tel qu'on le perçoit. Je viens à une carte complètement fantôme, mais qui est la carte de référence permanente quand on parle de cartographie romaine, la carte dite d'Agrippa. Cette carte, elle aurait été présentée, Pline l'Ancien nous en parle très longuement, elle aurait été présentée dans le mausolée de la famille d'Agrippa, les Vipsiania, et elle présentait, dit Pline l'Ancien, la totalité du monde. Et évidemment, le problème que nous nous posons, c'est comment représenter la totalité du monde en montrant que Rome maîtrise le monde. Certains auteurs contemporains, certains historiens nous disent cette carte n'a pas existé parce que Rome ne pouvait pas représenter la totalité du monde. On aurait trop vu que Rome ne possédait pas la totalité du monde. Alors, j'avais eu un assistant à Aix-en-Provence qui avait une idée. Il nous avait dit, voilà, et je l'ai reproduite ici, voilà comment ça pouvait fonctionner. Dans ce portique, au sol, on avait la Méditerranée. Les visiteurs rentraient dans le portique et ils se trouvaient à la hauteur de l'Empire romain et des routes de l'Empire romain, en Europe, en Asie et en Afrique. Et tout ce qui était au-dessus, c'était le monde des barbares, le monde inconnu. Et évidemment, on avait Rome à hauteur de vue. Et ça pouvait donc être une solution pour magnifier Rome et son empire. C'est pour ça que j'ai refait cette représentation-là, qui vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, mais qui est peut-être intéressante. Alors, on a des cartes fantômes encore, mais un peu moins fantômes. Parce qu'un jour, on a retrouvé, comme à Arles, mais à Rome, des morceaux de cartes en marbre. Une carte, probablement, on l'a pendant longtemps datée du 1er siècle, on l'a trouvée le long d'une voie, la Via Anicia. Et là, je vous ai montré simplement un détail, un des fragments qui montre le temple de Castor et Pollux, c'est-à-dire deux temples vraiment importants dans le monde romain. Vous avez bien sûr, je vous le rappelle, les cartes à fonction fiscale d'Orange, et je vais m'attarder, moi, sur la Forma Urbis Moea Severiana, la carte de la ville de Rome, qui a probablement été faite entre 209 et 211, commandée par Septime Sévère pour être affichée dans le Forum de la Paix. Alors, ici, vous voyez ce mur, c'était là qu'était affichée cette carte immense, de 18 mètres sur 13. On a pu reconstituer les plaques de marbre qui recouvraient
parce que évidemment on a les trous pour mettre les rondes de bosse du marbre. Et sur les 2000 fragments, 2000 maintenant on en est à 2300 fragments, on en a replacé 1800. Et on a donc une idée de cette cartographie de la ville magnifiée, la ville romaine. Voilà ce que nous avions probablement sous les yeux quand la carte était dans sa splendeur. Le mur que je vous ai montré, il est derrière cette carte et le portique existe encore là. Dans cette forme-là, on ne va pas en discuter, mais en gros, on a une idée. Vous voyez la taille. La plinthe inférieure, on considère qu'elle avait 4 mètres de haut. 13 mètres de haut pour la carte, 18 mètres en largeur. Les proportions sont plus ou moins bien respectées. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle racontait? Eh bien, en prenant un exemple, un fragment 4A, on peut essayer de comprendre. Cette carte, elle présente des maisons, mais des maisons de riches comme des maisons de pauvres, avec une précision étonnante. Elle présente des temples, elle présente des lieux, et puis avec minutie et précision. Et brutalement, comme dans cet exemple-là, l'aqueduc s'interrompt. Pourquoi on ne le représente pas? On a à la place une inscription aqueducti. Alors, évidemment, ça interroge. Pourquoi, partout où on a écrit quelque chose, une dédicace, pourquoi on interrompt la cartographie pour mettre le texte? La réponse, elle est venue à l'évidence pour certains textes. Tout ce que Septime Sévère a fait construire dans Rome était nommé sur cette carte et mis très en avant. Donc là, on avait une solution. La gloire de Septime Sévère. Mais dans le cas de l'aqueduc, cet aqueduc, il est ancien, c'est l'aqueduc de Claude. Mais un texte nous dit que Septime Sévère a fait restaurer l'aqueduc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qui était nommé sans que Sévère l'ait construit était en fait ce qu'il avait restauré pour la gloire de Rome. Je passe à cette carte fantôme qui existe, mais qui a derrière elle une épaisseur de palimpseste considérable. C'est la fameuse carte dite de Peutinger. Peutinger étant ce personnage de la Renaissance qui a hérité un jour d'un parchemin qui faisait cette longueur, exactement, et cette largeur. Là, vous avez. Et il en a hérité des parchemins collés, bien entendu. Il en a hérité à condition de la publier. Et il a donné mission à Conrad Miller, un cartographe-graveur, de reproduire cette carte parce que, évidemment, elle n'était pas utilisable directement à partir du parchemin. Et Conrad Miller a fait cette reproduction que vous voyez, moi, la reproduction moduesque à l'étage supérieur, très simplifiée, la reproduction de Conrad Miller au milieu, et ici, dans ce coin-ci, là, l'état du parchemin donne des morceaux du parchemin qui se trouvent au musée de Vienne. J'ai mis une flèche rouge, vous les voyez, il s'agit de pointer le lac Léman. Le lac Léman, le lac Léman, le lac Léman, le lac Léman. Et évidemment, il y a une petite flèche verte du côté de Fréjus. Alors, que nous apprennent ces cartes et qu'est-ce que nous pouvons en tirer? D'abord, plusieurs choses. Rome occupe une place exceptionnelle. La vignette de Rome, vous avez toute une série de vignettes. Les thermes, les villes qui sont avec un terme, ont une vignette avec le terme. Les villes qui ont un port ont une vignette avec un port. Et c'est chaque fois la même vignette. Vous voyez là la vignette du port de Massilia, mais on va la retrouver ailleurs.
Là, vous avez les termes, et chaque fois que vous voyez cette forme-là, vous retrouvez les termes. Alors, nous avons 3 capitales qui ont un statut de capitale: Rome, Constantinople, Antioche. Conclusion, le cartographe qui a fait cette carte l'a faite, évidemment, Rome a été construite bien avant, mais au moins après la création de Constantinople. Donner une place particulière à Antioche, parce qu'il sait qu'à un moment donné, Antioche a joué le rôle de capitale. Mais il y a d'autres petits problèmes de datation. Pourquoi y a-t-il encore Pompéi sur cette carte, alors qu'on a des indications qui indiquent qu'elle a dû être faite obligatoirement après 328, après Constantinople. Mais Pompéi est toujours là. Or, en 79, Pompéi n'existe plus. D'autres indications. Par exemple, là, un texte nous dit, ici, vous avez le désert dans lequel Moïse a conduit pendant 40 jours les Juifs vers Jérusalem. Donc une citation biblique, une vision biblique qui n'est pas celle d'une carte, et surtout pas celle d'Agrippa, bien entendu. Alors quelque chose qui en ajoute encore, et là, qui nous permet de dire que c'est encore plus récent, une citation à l'extrémité de l'Asie, une citation qui dit « Et c'est en ce lieu qu'Alexandre s'est vu poser la question « Jusqu'où iras-tu, Alexandre ?» Or ça, c'est un texte qui émerge au IXe siècle après Jésus-Christ. Donc, conclusion, cette carte, c'est quoi? Une compilation de cartes, probablement à partir de la carte d'Agrippa, mais on rajoute des épaisseurs et des informations. Et on aurait pu aller plus encore dans le détail. Il y a, dans cette région à l'est, des indications qui n'ont pu être fournies que par les cartographes arabes, musulmans, et par la circulation commerciale de ces cartographes. Donc, nous avons une carte, et récemment, formidable, comme c'est sur un parchemin, on a pu la dater à 10 ou 15 ans près, 2600, avant 1300, et probablement dans un monastère du côté de la Meuse, entre le Rhin et la Meuse, par là. Donc une carte qui est une carte fantôme avec des accumulations d'informations. Qu'est-ce qu'elle contient, cette carte? Vous voyez ici la Méditerranée au centre. Aucun problème d'échelle. Ce n'est pas une préoccupation importante. Bien sûr, Arles est positionné à peu près correctement par rapport à Marseille. Il y a des relations de voisinage qui sont observées. Mais le problème de cette carte, vous le voyez entouré par des cercles, ce n'est pas l'échelle. Vous voyez le Rhône, jusqu'où il se prolonge? Vous voyez cette Méditerranée? En fait, le problème de cette carte, c'est de représenter des routes. Toutes les lignes rouges, ce sont des routes. Et ce sont des routes qui existent ou qui ont existé à l'époque romaine. Des routes, donc, c'est le but de cette carte, montrer la dimension maîtrisée de l'Empire romain. Alors, pour nous résumer, je vous ai montré quelque chose qui était de la cartographie fiscale, une sorte de publication légale, mais affichée sur du marbre et sur des murs. Une cartographie triomphale qui montre la gloire de l'empereur et une cartographie odographique, une cartographie qui raconte la route
et l'existence des routes. Et beaucoup d'auteurs tirent la conclusion de cette cartographie que les Romains étaient atteints d'un syndrome odographique, le syndrome de la route comme symbole de la civilisation. Pour terminer, une dernière carte, celle du bouclier sur la poitrine d'Auguste, qui est resté toute sa vie jeune, bien qu'étant mort après 70 ans. Vous avez là une représentation du monde et du cosmos vue par les propagandistes augustéens. L'Empire, ses victoires et ses traités au centre, avec un univers donc centré sur Rome, le ciel, le soleil, qui va vite devenir le fameux Sol Invictus des références romaines, l'aurore, la rosée et le ciel lui-même qui protège la terre, les dieux tutélaires de Rome et éventuellement d'Auguste lui-même, et une sorte de retournement de ce qui est chthonien, de ce qui est les enfers. Les enfers, grâce à Auguste, deviennent la source de l'abondance avec Tellus, la fameuse Cérès qui renaît chaque année avec le printemps, les cultures, etc., et l'abondance. Là, on a donc cette vision, le cosmos, l'univers centré sur Rome, avec une représentation. Ne soyez pas étonnés que l'Asie se trouve là-bas. Hein. Vous avez vu qu'ils n'ont pas les mêmes conventions que nous pour représenter les orientations. La Gaule se trouve, nous on aurait plutôt tendance à représenter l'inverse. Et évidemment, la Terre qui se trouve juste en dessous, mais qui est positivée là. Ce n'est pas seulement la terre des enfers, c'est la terre de l'abondance et de la renaissance. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour l'ensemble. Ah, mais c'était des gobelets, oui, des gobelets. Les gobelets, c'est les formes de gobelets. C'était des gobelets. C'est les itinéraires qui étaient sur les bornes ont été réinscrits sur des gobelets. Alors vous avez une borne miliaire en haut. Celle-là, en plus, elle est octogonale. Ou hexagonale, je ne me souviens plus. Et là, vous avez là, 3 des 4 gobelets qui ont été... Ce sont des gobelets dans lesquels on aurait pu mettre de l'eau. Hein. Ce sont des gobelets, et sur le gobelet, on a, depuis Gadès jusqu'à Rome, les étapes du parcours qui permet, par la route, d'aller d'un point à l'autre. Il y en a 4 qui ont été retrouvés dans une source qui était un lieu de pèlerinage et un lieu votif, à l'époque romaine déjà. Alors donc on pense que ces gobelets avaient vocation pas seulement à servir de guide d'itinéraire, mais avaient une vocation à être offerte aux dieux. Mais là, avant le voyage, après le voyage, là, il y a beaucoup de discussions sur la fonction de ces gobelets. Alors, est-ce qu'on sait, là, on a les villes, mais est-ce qu'on sait s'il y avait des points si c'est lié aux points de repos? Ce sont des étapes chaque fois. Ce sont vraiment les étapes qui sont équipées, etc. Et c'est très intéressant, j'ai fait un petit travail là-dessus, c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné, on fait passer par Arles, et puis le pont et la circulation par Beaucaire, Tarascon, on va dire, pour que vous est établi de manière probablement définitive, et on passe par Beaucaire et Arles et hors du circuit. Donc on avait certainement à un moment donné une boucle qui remontait pour prendre la voie qui va vers Briançon, Chorges, Briançon,
passant par Embrun, etc., et qui regagnaient l'Italie. Concernant les quadrillages fiscaux, chaque carré correspondait à un propriétaire ou... Alors, c'était des carrés de 710 mètres de côté. Est-ce que le parcellaire d'usage, ce qui était planté, correspondait au carré? Moi, personnellement, d'après ce que j'ai lu, j'ai du mal à savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le personnage qui est nommé sur c'est le fermier qui devait récolter tant d'argent, d'impôts sur cette zone-là. Combien y avait-il d'exploitants? On n'a pas de texte qui nous permette de le dire. On a quelques exemples, mais du côté de Mérida, où il y a probablement un cadastre, où on avait des parcelles à l'intérieur des carrés. Mais on n'a pas assez d'informations, me semble-t-il, pour trancher. Il y a quand même, M. Favori l'a fait depuis quelques années des études pour essayer avec les pollens, dans les fossés qui bordaient les centuries, essayer de voir ce qui était planté, de déterminer. Je ne sais pas trop, il y a un YouTube là-dessus, mais c'est très généraliste, donc je n'ai pas très bien compris jusqu'où on pouvait aller dans la définition des parcelles effectives de culture à l'intérieur de cet ensemble-là. S'ils cultivent la même chose sur 3 parcelles, En plus. de savoir, Est-ce qu'ils faisaient des rotations? C'est peu probable, hein, mais on connaissait un peu le système de rotation. Donc, un propriétaire ayant une parcelle rectangulaire pouvait éventuellement faire tourner ses cultures. C'était des choses qui étaient à peu près connues. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des parcelles qui sont rétrocédées, qui étaient prévues pour les colonies et qui finalement sont rétrocédées à la population. C'est la différence avec les États-Unis, où on n'a jamais rendu les terres aux Indiens. Hein? Mais c'était le même système. Oui. En fait, c'était des terres qui étaient peu réclamées, qui étaient sans doute... il y a quelques cas là où, manifestement, on a rendu des terres qui étaient difficilement productives. Hein. D'ailleurs, quand on a l'impôt qui porte sur ces terres restituées, on l'a parfois, il est très bas, ce qui prouve que leur valeur était probablement... Vous savez, c'était des traités léonins, en fonction de l'opposition que présentait la tribu au moment de la conquête romaine, ça pouvait aller jusqu'à la confiscation de 80% des terres attribuées soit au Sénat, soit après à l'empereur, etc. etc. Quand vous aviez 60% des terres seulement qui étaient attribuées au Sénat ou à Rome, on va dire, pour simplifier, c'était bien. Il y a quelques cas à 40%, mais c'était des alliés, ça. Mais même les alliés, on prenait 40% de leurs terres. Hein. Parfois, peut-être un peu moins. L'apport de ce marquage romain par rapport aux Mésopotamiens, par exemple, c'est quoi? C'est la précision, c'est l'extension, c'est la zone de l'application. Par rapport aux Mésopotamiens, les Romains, ils ne sont pas tellement préoccupés de la latitude, de la longitude et du respect des dimensions. Alors, si ils sont respectueux d'une dimension, c'est la longueur du trajet. Mais ils le respectent comment? En inscrivant sur le trajet combien il mesure. Et vous pouvez avoir un trajet sur lequel vous avez distance de 30 000, qui est plus court qu'un trajet sur lequel vous avez 10 000. Parce que
Non, pas seul. Oui, il y a ces solutions-là, mais surtout parce que la carte, ça passait pas. Donc c'est ça c'est pour ça que j'ai fait cette longue incidente sur la capacité de ce monde à faire des cartes très modernes. Ce que fait Ptolémée, on va le reprendre au XIVe, au XVe, au XVIe siècle, grâce en particulier à la cartographie arabe qui, elle, l'avait captée, et on va arriver à faire des cartes, ce qu'on appelle des cartes scientifiques, qui sont elles aussi des traductions de la réalité, mais des cartes qui respectent des échelles, des positionnements par rapport aux latitudes et aux longitudes. Les Romains, syndrome odographique. La route, c'est la civilisation, donc la carte, c'est la route. Après, le reste, c'est un peu secondaire. J'ai à un moment donné voulu intituler cette conférence « Pourquoi les Romains étaient nuls en cartographie ?» Mais ça aurait été un peu brutal. Si les Babyloniens ont découvert la sphéricité de la Terre, est-ce qu'ils avaient découvert aussi le fait que la Terre tourne sur elle-même et que ce ne soit pas le Soleil qui tourne autour de... Alors ça, peut-être. Peut-être. Mais vous savez que ni les Grecs, ni les Romains, et jusqu'à une date récente en Europe, pour des raisons complexes, c'est pour ça que, d'abord qu'elle tourne sur elle-même, la Terre, et qu'elle ne tourne pas autour du Soleil, ou qu'elle tourne autour du Soleil, que le Soleil... Ça va mettre beaucoup de temps. Et vous savez que Galilée a été condamné pour avoir dit que la Terre tournait sur elle-même et que... etc. Mais par contre, la sphérécité, ça, depuis les Mésopotamiens, on le sait. L'écliptique, l'inclinaison, probablement les Mésopotamiens l'avaient mesuré. Il l'avait mesuré, il l'avait vu. C'est incontestablement Ératosthène qui au moins le mesure concrètement et le dit. Parce que souvent, ces savants grecs, ils disent ce qu'ils ont récupéré de la Mésopotamie. Mais le problème astronomique général n'est pas résolu. Et en plus, on peut dire que le christianisme n'a pas... Non, il ne faut pas... On a la vision voltairienne d'un christianisme réac qui a dit que la Terre était plate. C'est complètement erroné. Il y a que Bède qui a parlé d'une Terre plate. Les gens qui enseignaient à la Sorbonne au XIIIe siècle, ils avaient une sphère et ils voyaient une Terre. Mais par contre, Voltaire, lui, voulait que l'Église fait reculer le monde. Le problème de la sphéricité, il est résolu depuis longtemps. Par contre, les rotations, le système astronomique, la position dans le système solaire, ça c'est beaucoup plus récent. Du coup, est-ce que ça aurait été plus simple et plus précis pour un cartographe si la Terre avait été plate? Bien sûr, parce que d'abord on aurait pu l'emporter comme une pizza à la maison, et ça simplifiait toujours dans une boîte. Là, je voulais appeler une sphère, mais c'était trop grand dans ma voiture. Bien. S'il vous plaît, quand les vétérans recevaient des terres, Oui. est-ce qu'il n'y avait pas des cadastres qui étaient établis à ce moment-là? Alors, vous avez deux époques dans lesquelles les vétérans ont reçu des terres. L'époque romaine et l'époque de l'indépendance américaine, avec les mêmes principes. On donnait des terres qui étaient évidemment ceinturiers et pour un certain nombre de vétérans, il n'y avait pas de vertical, il n'y avait pas d'impôt sur ce carré, semble-t-il. Après, il y avait les problèmes de transmission qui venaient intervenir et qui changeaient, modifiaient la fiscalité. Aux États-Unis,
En 1783, on décide que toutes les terres qui vont être conquises à l'ouest des Appalaches seront attribuées à l'État. Et dans la région de l'Ohio, on donne une partie des terres conquises sur les Indiens aux vétérans de la guerre d'indépendance. Et Washington lui-même obtient un township dans cette région entre l'Ohio et les rivières Miami. Là aussi, on reproduit des choses qui sont des éléments de conquête très classiques et on récompense les vétérans, les anciens qui ont permis la conquête par des terres. Donc, on n'a pas trouvé de cadastre. On n'a pas trouvé de cadastre, mais il y a quelque chose qui ressemble à des ceinturiations en croc. Manifestement, je sais qu'il y a beaucoup d'archéologues et d'historiens qui travaillent et qui ont travaillé sur ces ceinturiations de la région de la Croix, mais elles sont moins évidentes que celles de la région d'Orange. Et en plus, à Orange, on a trouvé quelque chose tous ces fragments qui permettent de concrétiser l'appétit et l'appétence des chercheurs autour du terrain. Eh bien, bon retour à l'Est, à l'Ouest et aussi.